863 marque donc une nouvelle victoire diplomatique et militaire de Salomon sur son adversaire, le roi Charles le Chauve. En 867, les Bretons vont récidiver. Et là, il est question des marches de Bretagne. Ce sont ces fortifications qui ont sans cesse reculé du fait des coups de boutoir des Bretons. Et là, elles sont arrivées au niveau du Mans. Et celui qui les garde n'est autre que Robert le Fort, qui est le champion Charles le Chauve, et qui sera d'ailleurs l'arrière-grand-père du Capet. Donc on est vraiment sur une élite, sur un grand guerrier. Eh bien, ce grand guerrier va être tout d'abord défait au Mans. Les Bretons et les Vikings vont radier complètement le Mans et les campagnes environnantes. Mais Robert le Fort, en fin stratège, sait que pour leur retour, ils ont deux choix. Il faut franchir la Sarthe. Il n'y a que deux endroits possibles pour franchir la Sarthe. L'un de ces endroits, c'est Bissart. Il lance son armée à l'assaut des Bretons et des Vikings et les coince effectivement. On pense que la cause est gagnée pour Robert le Fort. Mais dans un ultime sursaut, les Vikings et les Bretons vont se ressaisir pour remporter la victoire. Au passage, Robert le Fort sera tué. C'est une catastrophe pour Charles le Chauve, car non seulement il perd encore cette région, mais surtout son meilleur guerrier. Et là, il va devoir négocier, donner des terres supplémentaires à Salomon. En l'occurrence, les îles anglo-normandes, tout le Cotentin, la Bretagne ne sera jamais aussi étendue que sous le règne du roi Salomon. Nous sommes au village du Gué, à une centaine de mètres du centre de Plélan-le-Grand. Le village du Gué est la paroisse primitive qui entourait la motte féodale que vous pouvez découvrir derrière les arbres qui sont au fond de l'image. Cette motte féodale a d'abord été créée par Judicaël, puis reprise à son compte par Salomon. L'hiver, c'était les marécages qui la défendaient, et en été, la petite rivière abondait les douves. À quelques centaines de mètres plus haut se trouve le lieu-dit Plaisance, ainsi nommé en souvenir de cet endroit qu'affectionnait particulièrement Salomon. Il y met s'y reposer et peut-être y prendre les décisions importantes du royaume. Plélan-le-Grand est un axe important dans le pouvoir décisionnaire royal breton. À quelques kilomètres de Rennes, à quelques kilomètres de Nantes, on borde la forêt de Brocéliande qui aurait été d'ailleurs créée de toutes pièces par Salomon. Salomon y a conduit ici sa politique agraire. Salomon est le roi qui s'est recentré sur la Bretagne, qui a créé les meilleurs postes pour les puissants, mais en les contrôlant. Car il a repris à son compte ce qu'il y avait de bon chez les Francs, les missi dominici, pour pouvoir toujours avoir un œil sur ce qui se passe dans ces terres et surtout pour pouvoir empêcher les grands du royaume de Bretagne de commettre aussi des exactions et des abus sur les plus faibles. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été aimé de son peuple. On imagine ici des militaires, des gardes, des paysans, des intellectuels, des architectes, des ingénieurs agronomes qui ont développé l'intérieur de la Bretagne. On est vraiment sur un pouvoir central, bien maîtrisé, pour un pays à taille humaine. Plélan-le-Grand pourrait être considéré comme étant le Versailles breton de l'époque de Salomon. La Bretagne était très riche. Vu sa situation géographique, elle l'a toujours été. Même à cette époque-là ? Bien sûr, évidemment. On ne pouvait pas aller du nord de la... On ne pouvait pas aller, par exemple, de Londres, ou on ne pouvait pas aller du Danemark à la Méditerranée sans passer par les côtes bretonnes. On n'allait jamais au large, on avait peur. On ne savait pas naviguer au large, donc on faisait des petits bonds sur les côtes. Et donc il fallait passer par la Bretagne. Et donc le Conquet, pas très loin d'ici, était un des endroits les plus importants au point de vue économique d'Europe. Puisqu'on ne pouvait pas aller du sud de l'Europe, de la Méditerranée, du golfe de Gascogne,
à la mer du Nord sans passer par la Bretagne. D'où la richesse gigantesque des souverains de Bretagne. Et leur importance économique, politique, puisque même au XIIIe siècle, le duc de Bretagne était un des princes d'Occident les plus riches. Place du roi Salomon à Maxent. J'ai les pieds dans ce que fut la nef de la primo-église bâtie par le roi Salomon en 860. Salomon qui avait voulu faire de l'endroit un centre spirituel qui rayonne à travers la Bretagne et même au-delà. Il y avait bâti un monastère qui accueillit les moines de Redon plus ceux du Poitou. Il voulait en faire la nécropole royale, d'ailleurs sa femme est enterrée à Maxent. Et puis il voulait aussi que ses restes lui survivent ici après sa mort. L'endroit nous permet de saisir la dimension spirituelle du roi Salomon. Ça fait vraiment partie de son ADN. Lorsque la Bretagne allait jusqu'au Cotentin et l'Anjou, il a voulu faire 12 évêchés et ainsi constituer un archevêché. Sa correspondance avec Rome était très fournie. D'ailleurs, un jour, il s'est fendu d'un cadeau somptueux envers le pape pour racheter ses fautes. Et je dis bien ses fautes, car on a souvent cru qu'il était rongé de remords pour l'assassinat d'Erespoé. C'est pas si sûr. Une mule avec son harnachement d'une valeur de 300 sous. Une couronne d'or et de pierres précieuses estimée à 900 sous. 30 tuniques de lin fin. 30 draps brodés de différentes couleurs. 30 peaux de cerf. 60 paires de chaussures pour le personnel. Et par-dessus tout, une statue à son image, tout en or et grandeur nature. Voilà les cadeaux qu'a adressés le roi Salomon au pape Adrien II en 871. Pourquoi une telle générosité? Alors, beaucoup disent que c'est parce que Salomon a voulu racheter son péché, c'est-à-dire l'assassinat d'Erespoé. Eh bien, Esther de Houx s'est penchée sur cette lettre qui a été exhumée du cartulaire de Redon. Elle a bien étudié les locutions latines employées par Salomon et il en relève que non, il ne s'agit pas de cela. Car Salomon précise des péchés ou de ses péchés. Alors, cette sémantique révèle une chose, c'est que Salomon a envie de nettoyer son royaume de Bretagne de tous les péchés. Ce faisant, il accéderait à la parousie. Alors, qu'est-ce que la parousie? La parousie, c'est l'avènement, le second avènement du Christ dans son royaume. C'est la quête du Graal de tous les rois carolingiens qui eux aussi ont cette pratique. Ils se disent rois de droit divin. Et par là même, Salomon se dit roi de droit divin. Pour lui, il n'y a aucun problème quant à l'assassinat d'Erespoé. Il le fait parce que c'était sa mission sur terre, parce que lui aussi est dépêché par le Très-Haut pour régner sur la Bretagne. Et le fait est que le pape, ne va pas dire non. Le pape va accepter les cadeaux. Il va y avoir un grand silence sur cette question qui va laisser aussi le champ libre à Salomon pour créer énormément de monastères, de prieurés et d'abbayes. De plus, en augmentant la taille de son royaume, du Cotentin aux îles anglo-normandes, en passant par le pays des Deux-Rivières jusqu'à l'Anjou, il possédera 12 évêchés, c'est-à-dire un archevêché complet, qui va élever la Bretagne au rang d'une superpuissance spirituelle. S'il est en plus l'égal de tous les rois de droit divin, le voici propulsé comme l'un des grands d'Europe.